Salut à tous. Allez, on se retrouve pour les essais 1 du Grand Prix d'Espagne, hein. Pas de pause, hein, entre le Portugal et l'Espagne, on enchaîne direct. C'est pas mal. Donc pas de répit pour les pilotes ni pour nous d'ailleurs. Alors comme j'ai dit, hein, je stream les essais 1 mais pas jusqu'au bout, parce que je devrais partir au bout d'un moment. Donc vers midi 10 je m'arrête, je pense. Donc au bout de 40 minutes. Mais c'est pas grave, hein, je streamerai les essais 2 et on reviendra un petit peu sur les résultats des essais 1 juste avant, pas de soucis. Alors je remarque qu'il y a Kubica et Nissani qui vont rouler aux essais 1 là. Sérieux, pourquoi quoi? Nissani surtout, putain, il sert à rien lui, hein. Il va remplacer Russell en plus. C'est vrai que Williams ils ont pas besoin de Russell, hein, ils sont déjà assez forts comme ça. Faut mettre Nissani, hein, c'est pas grave. Il est très bon Nissani aussi. Non, c'est faux. Quant à Kubica, bon, Kubica, il est pas mauvais, mais le problème c'est son bras quoi. Donc il est un peu diminué on va dire. Par contre, il fait du simulateur aussi, Kubica, donc si ça peut corréler un peu la réalité et le simulateur, bon, ça peut être aussi une bonne chose. Salut Chicken, salut à tous. Bon, je vais vous mettre aussi le son de canal, comme d'habitude. 15 Hop, qui avait c'est bon. été rajouté. On ne voulait plus que les F1 arrivent dans le dernier virage aussi vite. Ouais, mais certains pilotes ont demandé à ce qu'on retourne sur l'ancien circuit. Alors j'ouvre mon Discord. Franchement, c'est pas un virage Je le mets de côté. dangereux en monoplace. Manque de dégagement extérieur à vraiment, Sentil 16. C'est la raison qui a été évoquée et qui a été avancée pour justifier ce choix. C'est dommage. Lewis Hamilton, il vient de recevoir un 3e Laureus Award qui a récompensé son activisme contre les inégalités. C'est un nouveau prix qui a été créé cette année et qui a les été prix à les Lewis titres. Hamilton qui en avait déjà obtenu 2 révélations. Bon alors attendez, parce que là je vais devoir me recaler avec la timing, je crois, parce que je suis un peu en retard. Il l'avait partagé avec Lionel Messi cette année-là. J'aimerais bien voir où ça en est là sur le stream, le chrono. Je crois que c'est pas lancé encore la séance. Alors que là c'est déjà lancé depuis 1 minute 20. Bon. Pour l'instant, la barre des 100 points gros retard. Premier Grand Prix devant Red Bull et McLaren qui se positionne comme 3e force du plateau avec Jacques Villeneuve, une McLaren compétitive et polyvalente 59-45. Ah ouais, j'ai 1 minute 20 de retard quand même. C'est dur. Norris l'aime bien cette monoplace. C'est dur, c'est dur. Par lui, avec lui. Et qui adapte voilà, on se bien recale mieux tranquillement. Que Et c'est parti. qui a bien plus d'expérience. Vous parliez à l'instant, Jacques, des 2 dernières courbes de ce tracé de Barcelone. Je vais juste mettre ça comme ça. Anciennement 15 et 16, et bien Franck Montagny nous confirme que cette semaine au simulateur, Esteban Ocon, puisqu'il est repassé par Enstone au simulateur, a utilisé ces 2 dernières courbes sans prendre la chicane et que ça passait à fond. Les deux courbes passées numéro 88, hein, Kubica. Le niveau d'adhérence et de grip de ces monoplaces. Robert Kubica retrouve le volant de l'Alfa Romeo. Son numéro de base. Remplace ce matin au volant de cette voiture Kimi Raikkonen. Il avait eu l'occasion de la piloter lors d'une journée promotionnelle en tout début d'année, les 100 km réglementaires des journées de promotion. Voici le premier Sergio Pérez à passer officiellement dans ce virage tout en rondeur qui monte jusqu'à ce virage 12. Effectivement, les pilotes vont arriver avec plus de vitesse. Ils vont aussi être aidés du coup sur les freins pour faire tourner la voiture dans ce virage. Moins d'appui. Ça va être intéressant. N'oubliez pas le pouce bleu, évidemment. Le pilotage. Et le petit abonnement. Fernando Alonso, si c'est pas fait à la chaîne, avait remporté ici à Barcelone sa dernière victoire à ce jour en Formule 1. C'était en 2013 au volant de la Ferrari. Ambiance de folie dans les tribunes du circuit de Catalogne. Ce ne sera pas la même ambiance cette année. Tout de suite une procédure de départ. Un peu rouge dès le début de la séance. Oui, Pirelli qui apporte ici la gamme la plus dure comme à Portimao le week-end dernier. Sur les pneumatiques d'ailleurs, Lewis Hamilton s'est ravisé. Il avait dans un premier temps critiqué assez vertement le choix d'apporter les pneus les plus durs à Portimao, estimant qu'au moins un cran plus bas aurait été suffisant en termes de tendreté de la gomme. Et finalement, eh bien, il s'est ravisé en disant qu'à Portimao, le fait d'avoir apporté les pneus les plus durs lui avait permis à tous les pilotes d'attaquer de A à Z sur le pneu sans avoir de gestion à faire. Alors, bon choix ou mauvais choix selon vous, Jacques? Oui, il faut de l'attaque. C'est le problème majeur, c'est de ne pas voir les pilotes à l'attaque durant un Grand Prix. Bon, on n'a pas vu beaucoup
combat en piste, parce que les chronos étaient assez égales entre les 3 pilotes de tête, mais ils ont pu être à l'attaque. Et la voiture de Lewis Hamilton qui tire sur la droite. Donc s'il lâchait le volant, ça tournerait tout seul. De là à ce qu'il le lâche dans le premier virage, non, il n'y a qu'un pas. Jacques Villeneuve, pourquoi une voiture aussi pointue, aussi bien réglée qu'une Formule 1 peut tirer à droite ou à gauche comme ça en début de séance? Oh, un petit écart, c'est pas grand chose hein, sur une suspension. Peut-être un problème de direction assistée aussi. Oh, il y a Mazepin qui est en tête. Ah bah déjà. Ou en voilà. arrêté dans le bac à gravier. Magnifique. Oui, tour de sortie des stands, semble-t-il, pour Nikita Mazepin. C'est la deuxième fois qu'il Non, c'était son deuxième tour. Il attaquait son deuxième tour et là, il a le train avant planté. Ah là là, mais ce mec, sérieux. Soit dans l'herbe. C'est infernal. Il va s'en sortir. Sortie du virage 8. Hein. L'enchaînement très rapide des virages. Après, on me dit dans les commentaires, arrêtez de tirer sur Mazepin, il faut un temps d'adaptation. Maintenant, je suis désolé, à un moment donné, il est trop nul, quoi. Je vois pas pourquoi vous dites que ça se complique, en fait, au même niveau que d'habitude. Hein. Non, oui, mais en plus, il a perdu le rythme. Parce que lors du dernier Grand Prix, il a failli perdre un tour sur son coéquipier. Oui, il a terminé à 67 secondes de Mick Schumacher, qui lui-même avait réussi à devancer Nicolas Latifi. Revoyons. Sortie du virage 7 et 8. Ouh. Coup de gaz. Ah oui, sur le gaz. Et il... Oui, Romain Grosjean avec la Haas au Grand Prix l'année dernière avait réussi à la ramener mais dans l'autre sens. Il était parti à l'équerre dans l'autre sens mais elle était restée sur la piste, la Haas. Vous voyez que la voiture a mémorisé ce qui s'est passé dans le virage l'année dernière. C'est pas le même pilote. Allez, on borne, le on coup de regarde. gaz qui va envoyer Mazepin à gauche. Voilà. Il a le pied assez lourd. Le mec contrôle rien en fait, il sait pas doser l'accélérateur. Le pied lourd et les mains baladeuses pour Nikita Mazepin. Alors ça va à minima endommager ses pneus, endommager l'orgueil familial peut-être. Vous voyez ici le papa Mazepin, principal financier de l'écurie désormais, et Mick Schumacher que l'on retrouve au travail. Il a donc achevé son Grand Prix à la 17e position lors de l'épreuve du Portugal à Portimao le week-end dernier. Regardez tout ce qui se balade dans l'air là. Vous avez la longueur du DRS, c'est dès la sortie du virage, tout à très droite. C'est vrai. Très très long comme zone de DRS ici. C'est exactement 57 mètres après la sortie du virage 16 que les pilotes peuvent l'activer. Il est dur ce virage à gauche. Hein. Ouais. Oui, il y a du rythme, il est bien arrondi, alors que le virage précédent cassait un peu, comme cette dernière chicane. Ça, c'est le prochain virage qui devrait être dessiné parce que c'est vraiment moche. Oui, puis on le voit que c'est quelque chose qui a été ajouté juste avant le dernier virage et que ça tue le rythme. Attends, c'est vient de commencer Lilian, t'excites pas trop. Il est 6ème là déjà. On verra à la fin et aux essais 2 aussi. Ferrari qui utilise ici un aileron arrière qui se... 4ème maintenant, Alonso. Au milieu de l'aileron, au centre, le week-end dernier, Mercedes utilisait ce type d'aileron, mais uniquement en course sur la voiture de Bottas. Il y avait deux types d'ailerons utilisés, un parfaitement plat qu'avait Hamilton en course et la version creusée en son centre, faisant un petit V au centre de l'aileron arrière. Et c'est Bottas qui utilisait cette version. Sachez que la version avec ce petit trou, ce petit V, est l'aileron qui est supposé apporter le plus de charge à l'aileron arrière et donc à la voiture. Hamilton avait choisi une version un petit peu allégée de l'aileron arrière. Barcelone est un circuit d'appui aérodynamique. Ah oui. Et c'est un circuit où on a toujours jugé l'efficacité des monoplaces lors des essais hivernaux. Évolution des écopes de frein chez Red Bull, vous voyez leur forme légèrement retravaillée pour ce Grand Prix d'Espagne. Diminution de la taille, hein. Elles étaient plus grandes sur la version Portugal qu'ici. Pas d'évolution sur la Mercedes, nous dit-on ce week-end. On se concentre dans le clan allemand sur le réglage fin de la monoplace. Et bah oui, des pièces. tu peux le faire, tu peux monter toi-même la qualité. Rémi, tu mets en 720p normalement, c'est faisable. Hein. C'est pour ça que l'on voit Bottas. Je sais pas si c'était sur PC ou sur téléphone, mais
Il n'y a pas que du 144 p normalement dans le choix des qualités. Hein. Ce virage tu peux monter jusqu'à 720 normalement. À fond. Les pilotes rentrent bien sur l'élan, ça va leur permettre de plonger aussi. Cet élan, il ne va pas falloir trop le casser, j'ai gardé de la vitesse dans le 10. Par contre, le virage rouge 12 semble légèrement plus facile. Franck Montagny qui nous signale un petit problème moteur sur la voiture de Nikita Mazepin. Dans la ligne droite, oreille tendue. Tu peux même monter jusqu'à 1080p en 60 fps. Ça ne sonnait donc pas tu n'as pas d'excuse. Comme il fallait, le moteur Ferrari. À toi de faire les... Peut-être passer trop de temps ce qu'il faut. Pour sortir de la trappe. Ouais. Ouf, grosse prise de vibreur pour Hamilton sur la dernière chicane. Record dans le premier secteur. Et il y a eu quoi, un blocage de roue en bout de ligne droite? Oui, on voit de la fumée. C'était Mick Schumacher qui passait le premier virage. Verstappen le plus rapide en 20.4. Les temps descendent rapidement. Là, on voit à gauche aussi le tracé des pilotes qui vont aller tout droit à cette chicane, qui devront reprendre la piste au milieu du virage 3. On revoit une nouvelle fois la petite erreur de Mazepin. Heureusement, seulement les roues avant plantées dans le gravier. Ok, ça marche, pas de souci. Alors, est-ce qu'il a trop resté dans le bac à gravier? Il a fait surchauffer son unité de puissance. Oh, Leclerc. Mazepin will never change. C'est ce que vient de dire Charles Leclerc à la radio, gêné par le russe. Oh là là. Mazepin prend de mauvaises décisions. Il veut laisser passer. Comment il se fait clasher par tout le monde, Mazepin, c'est rigolo. C'est vraiment la tête de turc de la grille. Hein. Tous les pilotes en ont marre déjà au bout de 3 courses. Hein. Enfin 4 du coup. Oui, mais pas en F1. D'accord, oui, d'accord. Si on se suit en course, mais là, le pilote qui est au ralenti, qui va laisser passer, s'il lève le pied, il ne doit pas le lever sur la zone de freinage en pleine trajectoire. Le pilote qui arrive derrière ne peut pas prévoir. Alors, vous parlez du virage 1 et 2, les pilotes sont priés d'utiliser la zone de sortie s'ils n'arrivent pas à négocier le virage 2, si les roues passent à l'intérieur du vibreur ou touchent les saucisses jaunes qui s'y trouvent, eh bien le parcours à reprendre oblige les pilotes à entamer le virage 3 par l'extérieur, côté gauche de la piste. Ça, c'est une obligation. Les virages 13 à 15 seront également surveillés, obligation pour les pilotes de négocier ces virages, donc c'est notamment la dernière chicane, comme il faut, sinon le temps en cours et le tour suivant seront annulés. Et Alonso, meilleur temps, incroyable, Alonso. Alonso le meilleur temps, une 19,950, gomme rouge hein, pour l'Espagnol. Il est le seul en piste. Ah bah ouais, il vient de te faire mentir, il a fait le meilleur temps. Mazepin est dans le dernier secteur, Franck Montagny, on écoute le moteur avec vous. Alors il faut écouter parce que clairement c'est différent. Regardez, Ferrari c'est assez simple. Hamilton devrait battre le temps d'ici quelques secondes. Je sais pas si vous entendez quand il va finir son tour. Sur ce passage-là, il y a un vrai vibrement. Je sais pas ce qu'il y a, mais ce qui est sûr, c'est que la F1 doit pas rouler comme ça à l'arrière. Encore une fois, les essais 1, c'est pas très représentatif. Hein. Les essais 2, c'est un peu plus représentatif déjà. Il y a des ingénieurs qui sont censés tout vérifier et tout checker sur sa voiture. Ils doivent le voir aussi. Donc je comprends pas pourquoi elle est toujours en piste. Hamilton qui va arriver, qui va péter un temps. Sous nos yeux ici avec Ricardo, on va essayer de se faufiler sur le volant. Meilleur temps pour Hamilton. Non plus, donc ça veut dire que c'est l'embrayage qui a tout absorbé pour caler le moteur. D'ailleurs, je vais regarder quel chrono était la poule. Qui avait fait la poule l'année dernière? Je vais voir ça maintenant là. Hop. Ah, c'est époustouflant. La taille alors, des embrayages proportionnellement il se plonger dans les archives. La F1 a de prodigieux la capacité. Ah bah non, l'année dernière ils ont pas roulé, je crois, à Barcelone. Dans des poids et dans des tailles minimum. Attendez, je me rappelle plus là. Je crois qu'ils ont pas fait de course à Barcelone l'année dernière à cause du Covid. Alonso, des champions du Il me monde, semble que c'est ça l'idée.
premier quart d'heure de séance. Non, ils sont pas dû rouler. Peut-être derrière 2 futurs champions du monde, peut-être 3, soyons polis avec Valtteri Bottas. Futur parce qu'on part de cette saison. Leclerc, ça ne sera pas cette saison. Toscane, Italie. Retour au stand de Fernando Alonso, je vous propose. Ah bah si, Espagne, ils ont fait quand même une course en Espagne. Ok, autant pour moi, le 15 août, effectivement, en plein été, c'est une chaleur incroyable. Alors c'est Hamilton qui a fait la pole en 15-5. Ah oui, ça avait tourné fort hein, quand même. Hein. Un week-end fort. Je pense que c'était devant Bottas 15-6 et Verstappen 16-2, plus loin derrière à 7 dixièmes quasiment. Ouais, 7 dixièmes c'est ça, de la pole. Wow. Là, vous avez fait 4ème temps avec la Racing Point. On espère renverser la barre et puis continuer à progresser sur la lignée de ces 3 premières courses. La progression, la constance, les clés de la réussite en Formule 1. Pour l'instant, on est à 4 secondes de la pole derrière nous. De progression et d'apprentissage bon, de la McLaren. Ça va s'améliorer évidemment au fur et à mesure du week-end. Rassuré en course dimanche dernier, à défaut de s'être rassuré en qualification. Une qualification manquée clairement pour Daniel Ricciardo et lancé 16e. Il avait fini par inscrire des points avec la 9e place à l'arrivée. Et cette nécessité maintenant d'adaptation au comportement de la McLaren, évolution de son style de pilotage en cours, travail difficile à appréhender pour un pilote de Formule 1, mais l'expérience de Daniel Ricciardo doit lui permettre de parvenir à ses fins. On sent maintenant qu'il y a un niveau d'attente plus important, un peu plus d'exigence, fixé notamment par Andreas Seidel, le responsable, le patron de l'écurie. Barcelone doit être le bon endroit pour Daniel Ricciardo, piste archi connue, les pilotes fréquentent ce circuit depuis de nombreuses années. C'est la première fois depuis 2014 en revanche que la Formule 1 ne s'est pas rendue à Barcelone avant l'ouverture de la saison. Il y a toujours eu depuis 2014 des essais d'avant-saison, des essais hivernaux ici et c'est la première fois que les écuries n'y ont pas le droit. Franck, une Ferrari au départ avec vous. Et non, pas une, mais 2 Ferrari, monsieur Febro. Regardez, on a d'abord Charles Leclerc et derrière, on a Carlos Sainz. Carlos Sainz, derrière, vous pouvez le voir, sur l'aileron arrière, il est immaculé de paraffine. Vous savez que c'est pour tout simplement voir l'évolution aéro de la voiture. Pas de régime sur le moteur Ferrari, quasiment pas de régime. Très bas et ça patine, c'est dingue. La première vitesse, on pose là, hein. Il y a 1000 chevaux dans ces moteurs-là. On lâche les 2 embrayages, la voiture s'assoit, elle part, ça patine pas. La 2, ça patine toujours pas. On met la 3, ça commence à cirer. C'est juste dingue. Donnez-moi plus, toujours plus. Logique, vous êtes sur Canal+. Merci pour ces procédures de départ. Oui, effectivement, il y a plus de 1000 chevaux maintenant à faire passer au sol avec une course d'embrayage très courte. Ces pneus sont très consistants, très solides, dit Valtteri Bottas. Est-ce que c'est la première fois en 5 ans qu'on entend un commentaire si positif sur de la gomme? En même temps, c'est les pneus durs, hein. S'ils étaient pas résistants quand même. Les limites de piste avec la voiture de sécurité. Voilà, les pilotes qui passeraient entre ces plots jaunes, qui toucheraient les plots jaunes à l'intérieur du virage numéro 2, sont priés de respecter ce qu'est en train de faire la voiture de sécurité, c'est-à-dire la voie, on va dire, de circulation. Ce qu'elle a fait difficilement quand même, la voiture de sécurité. Ouais, pour ne pas revenir en pleine sortie de virage 2 à fond avec. D'accord, ouais, c'est pas mal ce petit couloir là. Exactement. Salut Hilarion F29. Toujours sur sa gomme blanche. On voit ici ce qu'il a ou ne l'a pas fait. Il le sait. Hein. Il est bien éduqué. Oui, et puis ils doivent presque réviser cette potentielle situation pour préparer. Voilà. Important de savoir. Oui, donc Hamilton a fait son meilleur temps en pneu dur. Il a mis de 10e à Alonso en pneu tendre. Je vous laisse sortir les conclusions qui s'imposent. Avec la pandémie au mois d'août, sous la fournaise catalane de cette période de l'année, là il fait un peu moins chaud. Par contre, l'asphalte est abrasif. Regardez comme il est clair. Il n'est pas tout jeune, ça fait longtemps que le soleil tape dessus, donc l'huile a été au fil des années un peu ôtée de cet asphalte. Et normalement, on voit la différence de couleur avec la nouvelle portion, Jacques. Hein. Oui, et généralement c'est un asphalte où les galets sont peut-être un peu plus pointus et morts dans le pneu, usé. 22 degrés dans l'air, 35 degrés au sol. On rappelle aussi, on explique Jacques Villeneuve que c'est un circuit, si vous entendez les pilotes dire... il est deuxième, Hilarion. Après, bon, il a fait son meilleur temps en pneu tendre, les autres sont en pneu dur, donc c'est normal qu'il soit deuxième, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, on va dire que ça va, mais pas confirmé. C'est peut-être dû aussi à cette dernière chicane qui change un peu la morphologie
du circuit où ce sont des virages lents avec de fortes accélérations. À l'époque où le virage à droite se passait à fond, ça tapait par contre dans la gomme avant. Carlos Sainz forcément déçu de son week-end à Portimao. Première fois de la saison que le pilote espagnol ne parvenait pas à inscrire de points. À la porte des points, 11e. Après une brillante séance de qualification, eh bien son premier relais a été très difficile à gérer sur la gomme rouge. Mazepin a 5 secondes 9 du meilleur temps pour l'instant. Robert Kubica, il y a un autre troisième pilote. Il y a 2 secondes 3 de son équipier. De la Williams ce matin. Au tour égal. C'est pas mal. Belle performance. Place pour sa part George Russell. Alors énorme rumeur, mais les tabloïds anglais savent parfaitement s'y prendre pour annoncer. Parfois ils ont rarement, mais parfois ils annoncent la possibilité d'un remplacement de Valtteri Bottas en cours de saison par George Russell. Ça c'est du bullshit. Démenti par tout le monde, démenti par un communiqué de Valtteri Bottas lui-même disant c'est des conneries, excusez-moi le terme. Il y a une écurie qui fait ça dans le paddock et c'est pas nous. Petite bastos à Red Bull. Oui. Voilà. Lewis Hamilton lui-même a pris la défense de Valtteri Bottas en disant foutez-lui la paix, laissez-le tranquille. J'imagine dans son contrat, il a un mot à dire sur qui est son coéquipier. Je ne sais pas. Oui. Honnêtement, je ne sais pas si c'est écrit noir sur blanc dans le contrat qu'il décide. Est-ce qu'il a un droit de consultation, de regard, peut-être de décision? J'en doute. Mais allez savoir. En tout cas, Hamilton a dit laissez-le tranquille, laissez Valtteri Bottas tranquille. Lui, il est ravi d'avoir ce coéquipier. C'est le coéquipier idéal pour Lewis Hamilton. Et Toto Wolff, bien sûr, a expliqué que c'était des foutaises. Et que peut-être qu'il n'a pas le droit de regard sur qui est le deuxième coéquipier, mais par contre, il peut avoir des droits de blocage de veto. Et Russell fait partie de la liste des pilotes veto, parce que c'est un pilote british, comme lui. Donc il ne veut pas de coéquipier de la même nationalité, de la même nation. C'est pas bon pour les sponsors. Et ainsi de suite. Et l'année passée, lorsque Russell a fait son très bon Grand Prix, où il s'est démarqué face à Bottas, Lewis Hamilton, qui ne devait pas revenir alors qu'il était encore un peu malade et affaibli, parce que ça l'avait vexé. Donc il ne veut pas de Russell comme coéquipier. Et pourtant, Hamilton dit je n'ai rien contre Russell, notre relation est restée la même depuis le remplacement. Et je ne veux pas. Voilà. Ça, il ne le dit pas. Mais il dit regardez les messages que je lui envoie sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'après l'accident d'Imola entre Russell et Bottas, Hamilton avait posté en réponse au message de Russell un petit message de soutien lui disant c'est comme ça qu'on apprend, bravo d'avoir fait amende honorable, etc., etc. Mais de ce que l'on sait en off, il n'a effectivement pas du tout apprécié que Mercedes choisisse Russell pour le remplacer lorsqu'il a été touché par le Covid. Il espérait, Lewis Hamilton, que ce soit Stoffel Van Dorn qui le remplace et non pas George Russell. Stoffel Van Dorn, il n'aurait pas été prêt, ça faisait longtemps qu'il ne roulait pas en Formule 1 et il aurait été largement derrière Bottas. Stoffel Van Dorn qui a l'amabilité de prêter son baquet et sa combinaison à Romain Grosjean. Romain Grosjean qui aura sa propre Grosjean du Mercedes, c'est beau ça. Il va utiliser un baquet. Alors Nissany, c'est le pilote de réserve de Williams. Pour son mètre 80 par rapport qui fait une séance, plusieurs séances par saison en fait. Ce qu'il paye en fait, tout simplement. Il n'est pas très bon. Ils ont adapté en enlevant quelques mousses un baquet du pilote belge. En plus, il remplace Russell. Le 30 avril dernier à l'usine de. Quand il remplacerait Latifi, bon, ça changerait pas grand chose. Mais Russell, quoi, dur. Je pensais qu'on allait entendre Pérez. Il a oublié le pouce sur le bouton de la radio. Pérez, il nous a démontré qu'il était très compétitif cette année, mais il lui manque les points, donc maintenant il est temps de concrétiser. Nissany, c'est le pilote payant par excellence, quoi, tout simplement. Il achète ses séances d'essais libres. C'était bien une Mercedes. C'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pourquoi il gagne autant de titres. Après avoir vu les infrastructures. Non seulement elle est grande, mais elle est sacrément équipée. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont changé l'épingle en Espagne aussi. Peut-être pour ça qu'ils sont très lents aussi par rapport à... Mais l'écurie était Tyrrell, Bar, l'année dernière. Mercedes, Braun, Mercedes. C'est peut-être pas que ça l'explication, mais c'est logique. Depuis la fin du tour de Pérez, avant de prendre de la hauteur, regardez Pérez, une 20... que vous voyez sur la ligne droite des stands, c'est loin. Vous êtes au sommet de cette terrasse. Une 22,7, il doit être avec le plein là.
Exactement, au sommet, c'est bien dit ça. Regardez un petit peu ces infrastructures, c'est toujours sympa de voir la F1 un petit peu d'en haut, avec Mercedes là-bas avec son petit salon privé, plutôt sympa. Red Bull avec sa petite terrasse, ici c'est que pour les ingénieurs, hein, c'est pas pour les VIP. Alors on commence à en voir un petit peu des VIP sur le paddock, donc c'est bon signe, ça veut dire que peut-être ça va rouvrir. Ici on est juste derrière les stands, donc vous voyez toutes les pièces et tout ce qu'il faut pour les F1 pour que ça roule. On est sur cette terrasse avec cette immense tribune ici qui est présente, il y aura 1000 spectateurs ce week-end, ça c'est une bonne chose. De ce côté-là on a Aston Martin, on est dans la on est dans la classe absolue chez Aston Martin, le nouveau motorhome McLaren. Derrière là-bas tout au fond, vous voyez ces grands camions, c'est les motorhomes. Promis, cet après-midi on va y faire un tour, on fera un petit tour, un petit passage parce que je sais que vous aimez bien. Ouais, du coup ils le prendront plus vite, donc au final il devrait faire de meilleurs temps. Même les toits de ces camions-là sont après ça rallonge un poil le circuit, il me semble. Il est à 100%. Bon, vu qu'ils le prennent plus vite, ça peut contrebalancer quoi. On verra les chronos en qualif, de toute façon c'est que des essais 1, donc... Mais jamais égalé. Copié mais jamais égalé. On se rend compte de toute façon que cette saison ils ont une seconde et demie, voire 2 secondes sur certains circuits de retard sur l'année dernière. En tout cas minimum 1 seconde, c'est sûr. Et qui poursuit son engagement en Formule 1, qui est très sollicité au simulateur. Absolument, la présentation de la voiture a dû être faite en Pologne, si ma mémoire est bonne. Et Kubica qui va boucler son chrono. Et qui poursuit donc ce travail où ça va faire le fait de rouler en 15e piste lui permet d'être plus pointu, plus précis et d'ajuster le simulateur au mieux par rapport à la réalité. On va dire ce que l'on veut. Il amène des budgets, donc on est obligé de les mettre dans le bac. Bien sûr. Voilà, après on peut utiliser toutes les excuses que l'on veut. La réalité se limite aux sponsors. Oui, mais imaginez que demain matin, mon boulanger devienne milliardaire et qu'il veuille acheter le volant, ils vont pas le faire rouler quand même. Il n'y aura pas de super licence. Déjà. Pourtant, il fait du bon pain. Hein. Allez, Pierre Gasly qui espère que sur cette piste beaucoup plus abrasive que Portimao, il va retrouver un niveau de compétitivité, on va dire de début de saison, de tout début de saison. Oui, décevante l'AlphaTauri Portimao pour les deux pilotes. 6ème pour le français, une 20-9. En pneu dur également. C'est dommage, c'est qu'il ait raté les gros points de début de saison alors qu'il était compétitif et avec une écurie comme Alpha. Mais Hamilton il a mis 1 seconde à Bottas au pneu égal quand même. Dur. Et pendant que la passerelle après de les sens c'est pas la même chose. Mais... parfaitement concentré, je vous propose d'écouter justement Pierre Gasly. Des nouveautés ou non ce week-end, il nous donne la réponse. Allez, interview de Gasly. On ne peut pas arriver avec des nouvelles pièces. J'aimerais bien que l'équipe soit aussi réactive sur ce genre de choses, mais c'est pas quelque chose qui est possible en Formule 1. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, pour être honnête. Maintenant, il faut voir avec les réglages et la voiture qu'on a aujourd'hui, si en termes de philosophie de setup, il y a des choses à faire différemment pour améliorer notre performance sur ce genre de tracé. Optimiser les packages aérodynamiques et les ensembles des châssis moteurs. Voilà un point très important sur lequel les écuries s'attellent. Oui, des nouvelles pièces, oui, des améliorations physiques, mais Cornichou les de retour. ont une importance. Supermax il est 3ème pour l'instant. En pneu dur. Alors, Alonso sur un tour ralenti, il n'y a personne derrière, il peut prendre son temps, Pérez est assez loin. Mais il regarde quand même dans les rétroviseurs, c'est un pilote à l'ancienne, donc il a cette habitude que les jeunes pilotes n'ont pas. Et Esteban Ocon sur la fin d'un tour où il est en train d'améliorer ses secteurs personnels. Allez, Ocon qui attaque, qui va nous pondre un bon chrono je pense. Pour prendre la 14e place. Ouais, non, c'est pas terrible. Alors, Weather, ça du coup il y aura 4 grands prix en clair ou pas? Oui, normalement. Il y a déjà eu Bahreïn du coup, il y aura Monaco dans 2 semaines. Puis il y aura le Grand Prix de France fin juin. Ça fait 3. Et il y en aura un autre, mais on ne sait pas quel encore. Peut-être le dernier Grand Prix de la saison. Pourquoi il y a Kubica et l'autre? Parce qu'ils payent leur baquet. Hein. Enfin, ils payent les séances à chaque fois, une séance par-ci par-là. Bon, après, Kubica il roule dans le simulateur, donc ça permet aussi de corréler les données par rapport au simulateur. C'est plutôt une bonne idée de le faire rouler une fois de temps en temps. Bon, par contre, Nissany, voilà, lui, c'est le pilote payant par excellence. Il achète son baquet, voilà. En plus, il remplace Russell, qui est quand même la pointure de chez Williams. Un relais et voir comment ça va se passer.
Ce qui est vraiment dommage, quoi. Tsunoda. Attention Yuki Tsunoda, parce qu'il nous a épaté, on peut le dire, en tout début de saison, et puis derrière épaté et emporté après. Et il s'est laissé emporter, oui, pas par la foule parce qu'elle n'est pas là, mais plus compliqué les deux grands prix suivants. L'état d'esprit de ce garçon, moi, me plaît beaucoup et m'amuse. Hier, on a demandé à plusieurs pilotes ce qu'ils aimaient en Formule 1. Réponse de Max Verstappen, piloter la voiture. Oui. Réponse de Yuki Tsunoda, d'après vous, Jacques? Faire des têtes à queue. C'est un autre pilote, quoi. Ah oui, pardon. Devinez ce qu'il a répondu. Manger la nourriture. Parce que le catering est top. C'est ça. Il dit, et puis il l'a dit avec un sérieux. Je pense que la salle de presse aurait été pleine, tout le monde aurait rigolé. Peut-être tout le monde a souri. Et moi j'aime bien la nourriture parce que chez AlphaTauri, il y a à la fois de la nourriture japonaise parce que les ingénieurs japonais aiment manger japonais. Alors l'autre Tsunoda il en a faim pour la bouffe. Dans la même journée je peux manger les deux. Moi j'adore ça. Oui mais il a raison. C'est banal de dire qu'est-ce que j'aime le plus en F1? Piloter une Formule 1. Bien sûr, évidemment que c'est ce qu'il aime le plus. Drôle. Mais la réponse a été plutôt très drôle de la part de Tsunoda. Mais chose beaucoup moins drôle, c'est qu'effectivement, il va falloir retrouver de la performance. Alors on va dire qu'il y a, si on veut trouver quelques circonstances atténuantes, Imola, conditions compliquées. Un point sur les pneus. La première course où il avait envie de faire encore mieux. Il s'est raté. Il n'y a que Alonso en pneu temps, vous voyez. Le Grand Prix au Portugal, dans des conditions. Et oui, Mazepin qui s'est illustré tout à l'heure. Je sais pas si t'as vu. Voilà, sur un tracé. Pour mettre le live en arrière au pire. C'était il y a 25 minutes à peu près. Quand il restait 56 minutes. Vous n'avez pas les chaque année, vous avez des pilotes. Oui, ça change des soucis. Par des médias internationaux. Pour voir quel magnifique premier Grand Prix. Et après, est-ce que vous avez des noms qui vous viennent en tête? Oh là maintenant non. Là comme ça non. Non là comme ça. Bon, on va en trouver. Toujours au Grand Prix. Et Vettel qui est en train de faire le meilleur temps, incroyable. Mais il y a cette fougue. Magnussen qui avait impressionné à ses débuts chez McLaren. Oui, par exemple. Oui, ça c'en est un. Alors je répète, je vais pas pouvoir streamer toute la séance. Je vais partir dans 5 minutes. Serait assez facile à faire. Et il y a toujours cette réussite du premier Grand Prix. Le nouveau et ensuite les pilotes retrouvent un peu leurs habitudes. Et là, ça Vettel. Il est toujours en train de faire le temps. C'est pour Sébastien Vettel, chaussé maintenant de gomme rouge. Il possède sur sa monoplace ce week-end les nouveautés qu'utilisait avant cela Lance Stroll. Donc Stroll avait les nouveautés, mais pas le champion du monde. Logique. Génial. Ah non, c'est logique. Bah oui. C'est papa. Non mais je suis sérieux. Stroll a été plus efficace que Vettel jusqu'à maintenant. D'accord. Et est-ce qu'il était plus efficace grâce aux nouveautés? Vous me parlez de l'œuf ou de la poule là? Parce qu'il était moins efficace au Portugal. Vettel meilleur temps incroyable. C'est de la gomme rouge bien sûr, une 19-234. Vettel champion du monde 2021 officiel. Et donc les nouveautés qui ont d'abord été apportées sur la voiture de Stroll, Vettel a dit c'est normal, il comprend mieux la voiture, il la connaît mieux que moi, c'est normal. Et bien maintenant il les a à partir de ce week-end, notamment sur le plancher, sur les côtés du plancher. Il est devenu très politique Vettel. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et Mick Schumacher en pneu rouge aussi, vous savez qu'il y a un ancien de la F1, le sulfureux Colin Coles, qui n'hésite pas publiquement à mettre des tirs lui aussi, notamment à Toto Wolff, en disant que Toto Wolff et Lawrence Stroll sont cul et chemise. D'ailleurs, Lawrence Stroll a installé à côté de son propre motorhome le même pour Toto Wolff. Donc les deux voyagent ensemble, dorment dans deux motorhomes similaires côte à côte et semblent ne plus se quitter, à tel point qu'on se demande si un jour Lance Stroll va pas se retrouver chez Mercedes. Il est déjà chez Mercedes. Oui, quelque part. Mais il y a une mise en valeur, semble-t-il, assez importante de Lance Stroll en ce moment. Après, c'est celui des deux chez Aston Martin qui réalise pour l'instant le meilleur travail. Des échappements changés en ce début de week-end sur les As. Sachez-le, ça rentre dans les quotas de pièces au nombre limité. Nouveaux échappements sur... Est-ce ça le bruit différent chez Mazepin? Peut-être. Faudrait voir si Schumacher... Ils sont de la même spécification, vous n'avez pas le droit de changer de forme d'échappement en cours de saison. Donc peut-être l'attache, oui. Il peut y avoir des petites nuances. L'attache? Quelle tâche? Oui, ils peuvent avoir mes spécifications, mais c'est difficile à mesurer de toute façon. En tout cas, Mazepin, lui, a poursuivi plusieurs tours. Il est en piste à l'heure actuelle, donc il ne semble pas y avoir de problème majeur. Hamilton en amélioration, passage à la gomme rouge dans cette dernière demi-heure et un premier secteur en 22.3, record dans le deuxième secteur en 29.6. Mais ce n'est pas une énorme avance sur Vettel?
Tout va se jouer dans le dernier secteur. Il va rencontrer Esteban Ocon, mais qui s'est écarté. Latifi un peu plus bas va lui offrir une petite aspiration à la sortie du dernier virage. Il s'appuie sur le vibreur jaune. Et c'est un circuit typé Mercedes ici. Hamilton en rouge. Regardez les chiffres. Ça va peut-être un temps. 18,808, c'est près d'une demi-seconde de mieux que Sébastien Vettel. Qui n'est pas énorme sur une c'est vrai. Mercedes n'a plus jamais été battu en qualification depuis 2013. Ça fait 8 éditions du Grand Prix d'Espagne où Mercedes n'est pas battu en qualif et 4 victoires consécutives pour Hamilton ici, en sachant qu'auparavant en 2016 il y a eu la victoire de Max Verstappen, sa première en Formule 1, mais que Mercedes avait remporté les 2 éditions précédentes. Donc oui, clairement on est sur une piste. Surtout qu'en 2016 ils se sont auto-éliminés les Mercedes. Donc ils risquent pas de gagner. Alors j'ai probablement perdu une pièce de l'aileron avant. Ah, c'est un capteur. C'est le capteur de température de pneu qui est fixé sur l'aileron avant et qui a sauté. Vous voyez la pièce jaune Non, c'est pas cette pièce d'ailleurs, c'en est une autre. Ça montre un peu plus gros. Oui, mais je pense que c'était véritablement un capteur de température pneumatique. Ouais, Stroll toujours avec son pilotage très agressif, avec des gros coups de volant. Bottas en amélioration, 22,2 record dans le premier secteur. Stroll va améliorer son temps personnel sur la ligne. Et 3e temps, les Aston Martin se positionnent pour l'instant au 2e et 3e rang. À 6 dixièmes là de c'est loin, c'est loin. Les améliorations sur la monoplace donnent beaucoup de chrono. Il glisse là à partir du virage 10, Valtteri Bottas. On l'avait vu sortir au large sur un autre virage aussi. Allez, Bottas qui va arriver peut-être pour le meilleur tour. Alors il avait 12 millièmes d'avance à la fin du 2e secteur, il aura 30 millièmes de retard à la fin du tour. Hamilton, Bottas très proches l'un et l'autre. Est-ce que les Red Bull vont être capables de faire jeu égal avec les Mercedes ce week-end? C'est l'espoir en tout cas qu'entretient le clan autrichien. 10e temps pour Mick Schumacher alors qu'on suit ici Nikita Mazepin. Schumacher à peine 2 secondes d'Hamilton, c'est bien. Amélioration de Mazepin. Oui, belle amélioration pour se retrouver à 1 seconde pleine de son coéquipier. Et temps annulé Mazepin. En plus. Et les limites de la piste, il les a dépassées. Et ses limites? Oui. Ses propres limites, vous voulez dire? Oui, aussi. Alors, on s'apprête à faire sortir Lando Norris. On a recouvert de peinture fluorescente les pièces du plancher de sa McLaren pour étudier l'écoulement du flux d'air. Avant d'étudier le flux d'air sur son plancher, on passe par le paddock avec vous. Franck Montagny, vous êtes devant chez Mercedes. Et oui, on est redescendu. Alors ça, c'est le côté glamour, vous savez, les pilotes, les stars de la Formule 1. Mais cette Formule 1, elle est régie par une fédération qui est la FIA. Elle est là, c'est écrit. Hein. Et la FIA, en fait, tous ces hommes-là, ils sont de ce côté. Donc à 5-6 mètres, vous allez voir, l'ambiance change légèrement. C'est des Algeco. Donc là, à l'intérieur, vous avez que des responsables, des personnes qui vont bosser pour la FIA, qui vont travailler, qui vont suivre cette séance d'essai. Et je vais vous montrer la chambre des pilotes de safety car. Parce que franchement, ça vaut le coup. C'est très très différent de la Formule 1. Et là, c'est Bernd Maylander, c'est celui qui conduit la grosse voiture rouge, vous savez. Là, voilà, c'est son bureau, il est là. C'est pas pareil qu'un pilote de F1, je trouve. Ah, c'est une autre ambiance, c'est sûr, c'est plus sobre. Et c'est quand même l'un des pilotes hors F1 le plus heureux du paddock. Alors lui, il est le plus heureux quand il n'a pas à rouler, c'est bon signe. Mais le jeudi, lorsqu'il peut s'entraîner, il a quand même 2 safety cars à tester. 1 heure de test de roulage pour lui, une demi-heure sur chacune des voitures. Pourquoi 2 safety cars? Si l'une a un problème, il en reste une deuxième pour le reste du week-end. Et donc, à l'issue de son heure d'entraînement, il choisit celle qu'il préfère pour le week-end. Et on a déjà vu des accrochages entre safety car et Formule 1? Ou medical car, voiture de médical, oui. voiture la porte ouverte stationnée. On a vu un pilote se faire renverser. Il a fait son temps en Golden japonais. On avait vu une voiture médicale au Brésil s'arrêter dans le premier virage, ouvrir la porte, une fin qui est passée, qui a arraché la porte. Arraché, exactement. Généralement, elles sont quand même là pour aider plus que pour causer des problèmes. Gasly, 3e temps. Voilà qui est intéressant là aussi. Joli et rapide. Oui, à 2 dixièmes et demi du temps d'Hamilton. Giovinazzi au 5e rang. Belle performance pour le pilote italien. Giovinazzi à 8 dixièmes d'Hamilton, donc les Mercedes étaient plutôt chargés en essence. C'est rare qu'elles dévoilent leur plein potentiel et moteur et carburant.
dès les premiers essais libres. Et Verstappen, lui, a loupé son premier chrono, vraisemblablement, et il a ralenti à nouveau. Verstappen qui est resté sur la gomme dure pour l'instant, qui va attendre la toute dernière partie de séance. Il a jusqu'à 40 minutes de séance, donc lorsque le chrono affichera 20 minutes, pour pouvoir changer de pneumatique, de rendre son premier train de pneus. Il est donc pour l'instant toujours sur sa gomme blanche. Il est rentré dans les stands maintenant pour pouvoir changer cette gomme. Exactement, il va passer à la gomme rouge au meilleur moment. Hamilton record premier secteur, mais un petit dixième de perdu dans le dernier, mais record dans le dernier secteur pour lui. Il améliore de 2 dixièmes. Eh oui, une 18,627. Alors nous serons sur de nouvelles références chronométriques. On ne pourra plus maintenant comparer les temps de cette année à ceux de l'année dernière, puisque le tracé a évolué. Ce nouveau virage 10 apporte 20 mètres supplémentaires au tracé. Je crois qu'il est plus rapide. Qui passe donc de 4 km, oui, 675, de 655, pardon, à 4 km 675. Hamilton améliore. Oui, on garde beaucoup plus de vitesse à cet endroit. On arrive beaucoup plus vite dans les virages 11 et 12. Mais voilà, chaque spécificité du circuit induit des temps spécifiques aussi, donc pas de comparaison possible dans les livres d'histoire. Et ce sont donc les toutes premières références de ce nouveau tracé, de cette nouvelle version en tout cas du tracé catalan. Stroll qui confirme sur un deuxième tour en amélioration, toujours derrière Vettel, mais en une 19,4, 2 dixièmes d'écart entre les deux pilotes Aston Martin. Donc la gomme rouge qui a tenu 2 tours, c'est pas mal sur Barcelone. Bottas aussi qui améliore ses propres chronos. Bottas et Hamilton sur le même type d'aileron arrière, celui utilisé par Bottas justement au dernier Grand Prix. Hamilton avait un petit peu délaissé, on va dire, la performance pure de qualif pour se concentrer sur le rythme de course, et notamment grâce à cet aileron, et il a eu largement raison. Et Bottas se concentre majoritairement sur les qualifications. Bottas qui améliore, mais après paye le prix son meilleur temps contre Lewis Hamilton. Encore de deuxième secteur, 29,5, belle amélioration dans le deuxième secteur pour Valtteri Bottas. Et cette dernière chicane où il faut être si patient, Jacques. Ouais, ça tient pour l'instant, la gomme semble tenir le tour entier. Allez, des petits millièmes d'écart entre les deux Mercedes sur la ligne. Eh oui. Eh non, plus d'un dixième, 123 millièmes exactement. Avantage Bottas en une 18,504. Le tour parfait n'existe pas, en tout cas il appartient globalement aux Mercedes puisqu'Hamilton garde ses records secteur 1 et 3. Bottas le plus rapide dans le deuxième. Et on l'écoute justement, Valtteri Bottas qui revient sur l'offre, le magnifique cadeau fait à Romain Grosjean de piloter la Mercedes. Ce sera au Grand Prix de France le 27 juin prochain. Valtteri Bottas nous en dit un mot. Ouais, je trouve ça bien. Je suis quasiment certain qu'il va faire un bon test de cette F1 et en pilotant cette voiture. Toto lui avait promis très peu de temps après son accident et ce sera une belle opportunité et je suis vraiment heureux que ça arrive parce que ça lui fera une très belle journée. Ah, c'est sûr qu'il va pouvoir garder un dernier souvenir de la F1, normalement, ce qui devrait être un ultime passage en F1. Et comme il le dit, il est content de savoir que Toto Wolff tient ses promesses. Message subliminal à peine. Il l'a dit, on le répète, mais on ne vire pas les gens en cours de saison chez Mercedes, ce n'est pas notre écurie. Ah bah je ne sais pas Cornichou, quand c'est qui va mettre les tendres. Bah, pour l'instant, ils n'ont jamais eu besoin. Je ne suis pas chez Red Bull, je peux le dire. Pour aller gagner des championnats. Peut-être pas cette séance, je sais pas. Le cas cette saison. En fin de séance, peut-être. Qui pourrait, je dis bien pourrait, c'est du conditionnel, justifier son remplacement par un autre pilote en cours de saison, ce serait... Bon, je vais devoir vous laisser de toute façon. En fin de on saison, se retrouve à 15h pour les essais 2.
en intégralité. 3 ou 4 courses de la fin du et championnat. voilà, tout à l'heure on fera un point sur le résultat des séances numéro 1 qui se finit dans 17 minutes. À ce moment-là, allez, à tout à l'heure. Il y aurait une possibilité de remplacement. Et ce ne serait même pas certain qu'on le remplace. Donc, ça fait beaucoup de conditions, ça fait beaucoup de conditionnels. Ces conditions-là ou ça pourrait arriver.